gens dans la salle peut-être. Finalement, le temps n'existe pas, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Donc je peux aller voir mon banquier et lui dire que mon découvert n'existe pas. Non. Dans l'absolu, oui, sans doute. C'est-à-dire que, ouais, je pense que si vous emmenez Roland Lehoucq voilà, avec vous, normalement il va se passer quelque chose avec le banquier. Le banquier va s'annihiler, il n'y aurait plus de problème de banquier. Non, évidemment, c'est vrai que la vision physicienne du temps semble tout à fait contre-intuitive par rapport à nos habitudes. Et donc nous, le problème, c'est qu'on gère ces affaires-là avec nos habitudes, avec notre vision intuitive du temps. Mais effectivement, dire le temps n'existe pas, c'est pas, bon, on pourrait dire ça comme ça, c'est dire simplement que le temps séparé de l'espace, c'est une vision de l'esprit, de notre cerveau, c'est peut-être quelque chose qui est un biais de notre cerveau, qui est bien pratique, hein, parce que ça permet d'ordonner les événements, ça permet de faire plein de choses. Hein. Mais séparer le temps et l'espace, c'est une vision de l'esprit, et que ça, il se déduit de ça l'idée qu'un présent universel n'existe pas, et que donc, enfin, ça dépend de l'état de mouvement, ça dépend de l'observateur. Ce qu'un observateur appelle l'ensemble des événements simultanés à un événement donné n'est pas la même chose pour un autre observateur, et donc ça pose évidemment des problèmes. Ça veut dire que l'idée qu'il y a un passé, un présent et un futur, ça dépend de l'observateur. C'est emmerdant. Enfin, ça veut dire que vous ne pouvez pas, vous devriez considérer finalement l'univers, c'est une façon de voir les choses, mais qui n'a pas de fondement, expérimental encore, mais qui est un point de vue qui mélange à la fois ce que la science dit du temps et de l'espace et ce que la philosophie peut avoir à en dire. La vision qu'on pourra avoir, c'est la vision d'un univers bloc, où il y a tous les événements possibles cohabitent en même temps, enfin même la phrase même est piégée, hein, mais il y a une structure quadridimensionnelle qui est tous les événements dans l'espace et dans le temps, et ce qui vous donne l'impression de vous déplacer dans le temps, c'est de vous déplacer dans ce bloc-là. Comme ce qui vous donne l'impression que vous vous déplacez sur l'autoroute, c'est que le paysage défile. Mais si vous étiez fixe et que le paysage défile, c'est comme si vous bougez, que c'est votre voiture qui bouge par rapport au paysage. Donc, le défilement du temps pourrait naître, ça s'appelle cette conception l'univers bloc. La conception univers bloc, avec un tiret pour dire que c'est un seul mot, que tout est présent en même temps et que ce qui nous donne l'impression du déplacement du temps, c'est simplement notre divagation dans cette structure quadridimensionnelle. C'est une vision, là, c'est un peu de la philo facile. C'est la fin d'Interstellar, finalement. C'est la bibliothèque. Je dis ça exactement. Interstellar nous présente ça très exactement. La fin, c'est ça. C'est une façon de représenter, on pourrait discuter longuement encore, mais une façon de représenter cette vision d'univers bloc. Tous les événements cohabitent, et ce qui vous donne le passage du temps, c'est simplement, pour nous, à notre cerveau, avec nos sens, c'est on se déplace dans cet univers bloc. Cette vision-là n'est pas, je ne sais pas si elle est juste ou pas du point de vue fondamental, du point de vue de la réalité du monde, mais elle est plus compatible avec la relativité restreinte que ne l'est la vision présentiste. Il existe un présent universel avec un futur indéterminé et un passé dont on peut parler parce qu'on en a quelques traces. Cette vision-là n'est pas compatible avec la relativité restreinte, c'est tout. Donc après, du point de vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous intéressez à la philosophie du temps, faire l'économie de comprendre la physique relativiste est une erreur grave. Voilà. Après, il y a des discussions. Bergson avait eu cette intuition-là, mais il n'avait pas les outils. Il n'avait pas compris des trucs. Oui. Puis il ne pouvait pas les comprendre. Normal. Oui. Mais bon, je m'excuse, mais je vais parler plus de 3 secondes. Alors, les astrophysiciens. Le temps aussi, alors. Les astrophysiciens vont relancer la cuisine italienne, puisqu'ils nous ont parlé effectivement des spaghettis lumineux, voilà. Mais évidemment, ça ne laisse pas beaucoup de place au fantasme, hein. Ça ne laisse pas beaucoup de place à la fiction, en nous rabattant comme ça dans l'univers, dans des spaghettis lumineux. Donc là où je m'interrogeais, c'est par rapport justement à votre discours d'une précision importante d'astrophysicien. Et pour moi, Marc-Antoine Mathieu, mais c'est intéressant comme tension, c'est quelqu'un qui en permanence suspend le sens, lui met de la déviation, le subvertit, le fait qu'il s'échappe, voilà. Et c'est intéressant de voir comment vous avez lu ça à travers justement cette question astrophysicienne, et
pour moi, la lecture de cette... intéressant de rester parler du billard, de cette contrebande dessinée, on pourrait dire. C'est quand même, les séquences associatives sont quand même liées, moi je dirais, à des phénomènes de mise en abîme en permanence. C'est ça qui fait l'association. Alors, attendez, je me permets, parce que vous avez longuement parlé, donc je vais essayer de dire un point de vue. Et c'est quand même ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une mise en abîme permanence de la représentation. Et alors, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, de la question de la vérité qui nous intéresse à nous dans nos enjeux, dans nos vies, etc. Et actuellement, le monde moderne a des supports multiples de la représentation. Où est la vérité? Par exemple, on s'aperçoit que souvent les annonces de séparation maintenant ne se font plus par lettres ou par parole, mais elles se font par SMS. Voilà. Je te quitte. Voilà. Et donc, il me semble que Mathieu dit des choses aussi sur les supports possibles actuels, multiples, où le sujet est pris dans une diffraction de représentation. Et donc il y a une succession multiple. Donc il n'y a pas forcément une association chronologique que vous contestez, mais il y a, on dirait, il y a de la synchronie. C'est-à-dire en termes, par exemple, proustiens, par exemple, il y a une mémoire absolue, voilà, qui fait qu'il y a quelque chose qui se répète aussi dans nos existences. Et bon, nous sommes venus d'Angoulême, mais il nous a fallu effectivement plus de 3 secondes, même 3 minutes, 3 heures. Ça pourrait être 3 ans ou ça pourrait être 3 siècles. On ne peut pas épuiser. Je crois qu'il y a de tels détails, je ne pourrais pas épuiser, et c'est ça qui est extraordinaire, je ne pourrais pas épuiser toute la déroute dans laquelle il nous met, etc., par rapport à son intrigue. Voilà. Et il y a quelqu'un aussi qui a remarqué que le point, c'est est-ce que vous avez une question? Oh, ben, il y a plein de questions dans ce que je raconte. D'accord, par exemple, est-ce qu'on peut rabattre uniquement cette bande dessinée sur une approche uniquement astrophysique, du rayon, etc. Ou est-ce qu'elle pose beaucoup de questions sur la mise en abîme? Par exemple, la mise en abîme sont des choses qui sont apparues dans la peinture. Les Ménines, par exemple, sont des choses extraordinaires. Voilà. Donc je termine là-dessus. Et une dernière chose que je dirais, c'est que nous sommes tous concernés par la présence. C'est jamais évident qu'on soit présent au monde. Ça, c'est une question analytique décisive. Est-ce que vous êtes présent là où vous êtes? Et comment vous êtes présent? Ou est-ce que vous êtes pris dans l'état de mise en abîme qui poursuit votre histoire? Voilà. Et il y a quelqu'un, je ne me souviens plus du reste qui c'était, j'ai oublié, et je vais terminer là-dessus, qui a fait remarquer que le mot seconde, c'est toujours de l'ordre du second. C'est pas de l'instant. C'est la seconde. Et il y a quelque chose, voilà, tout de suite, il y a toujours une seconde et une troisième, etc. Voilà. C'est tout. Alors, si vous me permettez, il y a beaucoup de choses riches que vous avez dites là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une mise en abîme. Justement, c'est là où c'est intéressant d'entendre quelqu'un comme Roland Lehoux qui, avec son regard et sa pensée et son regard posé sur le monde, comment dire, dénude ou resitue les choses et enlève parfois des erreurs de parallaxe. La mise en abîme, moi je la vois plus dans des objets fractals par exemple. Là on a vraiment des mises en abîme, etc. Là on est dans autre chose. Justement, l'histoire du connu du temps, tout ce que nous a dit Roland est très éclairant, si j'ose dire, puisqu'on parle de lumière, là-dessus. Par contre, pour revenir aussi à 3 secondes, et par rapport au présent, c'est que ce qui peut faire l'intérêt de 3 secondes, c'est qu'il y a effectivement plusieurs lectures possibles, et j'en vois surtout 2. C'est une lecture qui serait une lecture vraiment intellectuelle, donc vraiment littéraire, où on recherche les indices, on va lire, on va scruter l'image, on va vouloir en fait la prendre, et surtout on va vouloir faire en sorte que l'image se soumette, vous voyez, à notre lecture, à notre conscience. Et puis il peut y avoir une autre lecture qu'on a un petit peu dans le livre, mais qu'on a encore peut-être plus dans le film Jeux vidéo. C'est une lecture un peu vertige, dans laquelle on peut lâcher prise, et du coup être plus des êtres sensibles qui peuvent accepter d'un lâcher prise dans l'instant. Alors moi personnellement, pour répondre à votre question de cette présence, etc., je suis assez trituré par les histoires effectivement de déterminisme. Vous l'aurez peut-être senti un peu dans les questions que je posais à Roland, mais
effectivement, si on accepte un espèce de déterminisme, par exemple bouddhiste, si effectivement les choses ne sont que la résultante de choses qui se sont passées avant, même si elles sont extrêmement nombreuses, extrêmement complexes, mais les choses devaient arriver, finalement, puisque à partir du moment où il y a tout un faisceau de phénomènes qui se sont passés avant et qui débouchent sur, à un moment donné, je suis là, je suis en train de vous parler, ça veut dire que d'une certaine manière, ce déterminisme-là est bien réel. Et si on pense ça, la seule issue, ce serait effectivement de vivre l'instant. De vivre l'instant purement et simplement, le mieux possible, le plus profondément possible. Ce ne sera pas se détacher du déterminisme, mais ce serait d'une certaine manière l'apprivoiser ou vivre avec lui. C'est un petit peu, c'est certainement pour l'installation qui est en ce moment au live, a certainement un peu à voir avec ça. C'est pas figer le temps, c'est pas vouloir comment dire, le dresser, mais c'est ou juste l'accaparer, c'est simplement essayer de le sentir et d'être avec quelque chose qui... Merci. C'est bon, je vais essayer de... Très bien, merci. Je vais essayer de faire court. C'était pour revenir sur la notion de causalité, dont Monsieur Locke, si je puis dire, vous disiez que la relation de causalité, elle était en relation avec la vitesse de la lumière, et je voulais savoir, alors voilà, la question en fait, c'est il y a quelque chose, si le Soleil disparaît, qui a 8 minutes lumière de la Terre, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça sera instantané, les relations, la gravitation, elle s'arrêtera instantanément? Et comment on concilie ça avec la relativité? Ah ben voilà, je vais vous répondre tout de suite. Si le Soleil disparaît instantanément, par magie, d'abord, 8 minutes et 20 secondes, 500 secondes plus tard, on verra que le Soleil s'éteint. Donc on aura un décalage juste dû au fait que la lumière met 500 secondes pour venir. Mais il n'y a pas que la lumière qui met 500 secondes pour venir, la Terre tourne le Soleil parce qu'elle est en interaction gravitationnelle avec le Soleil, et la gravitation de Newton, sa grande vertu, c'est qu'elle a fait des tas de choses extraordinaires, qui avaient de comprendre la structure du système solaire, la façon dont les planètes bougent. On a même découvert une planète, la planète Neptune a été découverte par les anomalies du mouvement d'Uranus, mais elle a un défaut fondamental, c'est qu'elle est instantanée à distance. Donc, si vous imaginez qu'il y a une vitesse de propagation de l'information causale, elle ne peut être que fausse, cette théorie de la gravitation de Newton. Ou plus exactement, une approximation d'une théorie plus générale, qui s'appelle justement la relativité générale, et qui est aussi due à Einstein. Dans le cas de la relativité générale, l'information gravitationnelle, comme tout autre type d'interaction, se propage à la vitesse maximum, qui est la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas la vitesse de la lumière. On se dit, oui, c'est quoi la relation entre la gravitation et la lumière? Aucun. La vitesse d'information causale sert de propagation d'information pour la gravité, pour la lumière, pour l'électrostatique, pour tout ce que vous voulez. Il se trouve que c'est la vitesse de la lumière. Donc si le Soleil disparaît instantanément, la Terre va continuer sa petite orbite gentiment, alors que le Soleil n'est plus là pendant le temps que l'information arrive, 500 secondes, et après elle continue en ligne droite à vitesse constante, c'est le principe d'inertie. Donc la Terre fait encore un bout de cercle pendant 500 secondes. Donc on ne s'en rend vraiment pas compte pendant 500 secondes. Cela dit aussi, il y a tout l'enchaînement de cause à effet qui a fait que sur Terre, il y a des gens comme nous qui ont une conscience. Sans le Soleil, la Terre, c'est un caillou comme Neptune. C'est la partie purement physique, mécanique. C'est que le Soleil qui a créé toute la vie sur Terre. Que le Soleil. Alors après, il y a plein de choses qui sont associées, une certaine gravitation très précise sur Terre, une masse de la Terre très précise, etc. Il y aura encore à dire sur la Lune, tout un tas de phénomènes extrêmement hasardeux qui sont tombés à pic, on va dire, à chaque étape de toute l'arrivée de la vie, puis de l'évolution de la vie, quoi. Mais si à la base il n'y a pas de Soleil... Alors c'est pas si sûr que ça maintenant, parce que tu sais qu'il y a des satellites glacés de Jupiter et de Saturne, Europe pour Jupiter et Encelade pour Saturne, où l'on sait maintenant que sous la croûte de glace de ces satellites, il y a un océan complet d'eau liquide. Et c'est pas une théorie, c'est pas une hypothèse. Alors on a des mesures qui nous confortent dans cette idée-là. On n'a encore jamais été voir physiquement,
mais on a beaucoup d'indices convergents vers ça. Donc il pourrait y avoir une eau qui serait entre 0 et 100 degrés alors, sous terre, parce que plus proche du noyau. Alors c'est pas juste de l'eau liquide, c'est pas suffisant qu'il y ait de l'eau liquide. Il faut qu'il y ait de l'eau liquide et qu'il soit en contact avec une surface de roche, de sorte qu'il puisse y avoir éventuellement de la chimie ou quelque chose qui se passe. Et dans ce sens-là, il pourrait y avoir de la vie qui se développe là-dedans. On n'en sait absolument rien, mais on est très excité par ces affaires. Comme il y a de la vie qui se développe, qui s'est développée au fond des océans, dans un endroit où la lumière du soleil n'arrive absolument pas, et où la vie est fondée sur la chimiosynthèse et d'autres choses. Donc, on a même trouvé le soleil est bien utile, mais n'est pas une condition. La lumière, je crois, c'est en Hongrie quand ils ont percé pour trouver du gaz, et ils sont tombés sur des poches de méthane dans des poches d'argile complètement étanches. Et là, ils sont tombés sur des formes de vie, alors des araignées sans yeux, mais qui vivaient avec un milieu méthané. Donc, la découverte, ce qu'on découvre comme vie, ailleurs. Je suis en train de voir que j'ai un problème d'électrons, excusez-moi, je résoudre mon problème d'électrons par un câble. Et donc, on découvre sur Terre de la vie dans des conditions incroyables, que l'on n'imaginait pas il y a encore 30 ans. Et du coup, ça ouvre le champ des possibles sur où la vie pourrait se développer dans l'univers, sans qu'on ait pour l'instant la moindre indice là-dessus. Donc le soleil est quand même assez utile. Pour la vie de surface et pour nous en particulier, il faut reconnaître que c'est assez utile. S'il disparaît, on est quand même embêté. Pour revenir à cette idée de causalité, de toute façon, à partir du moment où, dès le départ, il y a quelque chose plutôt que rien, à partir du moment où, dès le départ, il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'il faut, avec cette histoire de boson de Higgs, on a à peu près tous, grosso modo, compris que la matière naît du vide, enfin le plein naît du vide, en gros, hein, la matière naît du rien. À partir du moment où il y a déjà un début de complexité, il n'y a pas de raison qu'il y ait une infinité de complexité et une complexité infinie au final. La seule discussion philosophique aujourd'hui, c'est est-ce que il y a, comme dit Hubert Reeves, en fait, il y a autant de chances pour qu'on soit tout seul dans l'univers que l'on soit une infinité de formes de vie. Tout dépend un petit peu justement de cet enchaînement de cause à effet, parce que c'est vrai que quand on regarde tous les hasards qu'il a fallu successifs, tous les petits miracles entre guillemets, hein, qu'il a fallu qui se succèdent pour arriver à un être qui regarde le monde, donc là, nous, les humains, c'est assez impressionnant. Par contre, effectivement, il y a dans la galaxie 200 milliards d'étoiles, donc dans le cosmos, il y en a 10 puissance je ne sais combien. Donc autant de planètes qui effectivement pourraient faire l'objet de recherche. Mais bon, on va. D'autres questions peut-être? Je crois qu'il y a une question par ici. Oui, bonjour. Donc, je suis parti du club d'Astro, donc on regarde les étoiles souvent. Donc on voit donc les photons qui nous arrivent, ils ont fait des milliards de kilomètres, et je me suis toujours posé la question, comment font les photons pour nous arriver jusque-là? Est-ce qu'ils ont de l'énergie? Voilà, c'est un peu impressionnant, quoi. Alors, les photons, ils ont une énergie, mais c'est pas ça, ils se déplacent, la lumière se déplace à la vitesse de la lumière par définition, elle n'a aucune autre possibilité de faire. Il n'y a aucun... Comme la vitesse de la lumière est invariante par chemin de référentiel, indépendant de l'observateur, de la mesure qu'en fait l'observateur, ça veut dire qu'il n'y a aucun référentiel où la lumière est au repos. Vous ne pouvez pas arrêter la lumière, ça se déplace et sa caractéristique physique de se déplacer à 300 000 km par seconde quand on l'exprime en unité de kilomètres de seconde. Et c'est pas lié à leur énergie. Les photons bleus, les photons rouges, les photons X ou les photons radio, ou les lumières équivalentes, si on parle en termes de lumière ou d'onde, n'ont pas la même énergie, pas la même fréquence, n'ont pas la même couleur, on dirait en termes de langage quotidien, et ils ont exactement la même vitesse. Dans le vide. Et ils sont le produit en fait de la désintégration, enfin pour le Soleil en tout cas, c'est les atomes d'hélium qui se désintègrent. Hein. Donc ça veut dire que le Soleil perd, je crois que c'est 200 millions de tonnes de matière à la seconde. Alors c'est pas, je peux préciser ça. Oui. Excusez-moi, je ne vais pas avoir l'air de t'embêter. C'est pas l'hélium, c'est la fusion. Alors c'est plus compliqué que ça. Voilà. Ouais, en tout cas, le Soleil perd chaque seconde, c'est la transformation d'hydrogène en hélium, de 4 noyaux d'hydrogène qui deviennent, il y a un petit cycle de réaction qui produit un noyau d'hélium, et chaque seconde, le Soleil perd 5 millions de tonnes. Il transforme 600
50 millions de tonnes d'hydrogène en 645 millions de tonnes d'hélium, je crois, par seconde. Et en tout cas, le bilan, c'est qu'il y a 5 millions de tonnes qui disparaissent, de matière, qui sont transformées en énergie et rayonnées en lumière à la fin. C'est absolument énorme, parce que quand on sait que, par exemple, une bombe atomique, elle perd combien de microgrammes? Ah non, mais c'est infime. Le Soleil, c'est voilà, c'est gros. Voilà. C'est vraiment gros, quoi. Toutes les échelles humaines sont vaines pour essayer de se comparer, et même terrestres, même à la Terre entière, sont vaines pour se comparer à une étoile comme le Soleil, qui est une étoile modeste. Non, c'est-à-dire ce que je veux simplement dire, c'est que ces millions de tonnes perdues à la seconde ne donnent pas à voir la quantité d'énergie dégagée. C'est-à-dire que pour 1 million de tonnes à la seconde de matière, ça veut dire une quantité d'énergie absolument faramineuse, parce qu'une bombe Hiroshima, je crois que la bombe Hiroshima, elle perd 0,2 grammes de matière quand elle explose. Donc les photons nous arrivent, ils sont émis, les astres de l'univers les émettent dans toutes les directions. Il y a une partie infime de cette lumière émise dans toutes les directions qui nous parvient, même du Soleil par exemple. On ne reçoit du Soleil que 1/1000 de l'énergie qu'il rayonne, de la lumière qu'il rayonne dans toutes les directions, parce qu'on est sur la Terre et que la Terre est une toute petite chose à 150 millions de kilomètres, donc elle reçoit qu'une toute petite partie. Comme quand vous avez une bougie devant vous, vous recevez disons, de la lumière de cette bougie, puis vous la mettez à 2 km, d'un coup là vous envoyez beaucoup moins de la lumière de cette bougie. C'est juste un effet de distance, et la lumière se propage à la vitesse de la lumière, c'est ça dans ses propriétés fondamentales, et elle se déplace à cette vitesse, de 300 000 km par seconde, quelle que soit sa couleur, de toute façon, quelle que soit son énergie, elle se déplace à la vitesse dans le vide. Dans le verre ou dans l'eau, il y aurait beaucoup à dire. Qu'est-ce qui se passe si par hasard un photon du Soleil tape dans un autre photon d'un autre Soleil qui viendrait d'Andromède? Alors, il faudrait un énorme hasard. Ah oui, mais il ne se passe rien de spécial parce qu'ils ont chacun d'eux pas d'énergie suffisante pour qu'il se passe un truc. Ah ouais? Voilà. Ah bon? Donc, ils pourraient se taper l'un sur l'autre, ils vont se diffuser, et c'est une probabilité évidemment 0, c'est une bonne approximation. Enfin, c'est extrêmement décevant. Mais ça, c'est extrêmement décevant. Mais en même temps, entre les milliards d'allers-retours, entre deux miroirs absolument parfaits, vous avez hésité entre 2012 et 2013. Pour la date du prix Nobel, ça, ces expériences. Et ça, je trouve ça extrêmement rassurant, votre hésitation à ce moment-là. C'est ma mémoire qui fait défaut. C'est extrêmement rassurant. Il y a un rapport entre laps de temps et lapsus. Ah, bien sûr. Alors, je ne sais pas si il y a un rapport à laps de temps. Oui, probablement. Si, entre laps de temps et lapsus. Étymologiquement, certainement. Mais voilà, donc du coup, là, ce n'était pas un lapsus, c'était juste. Non, je sais pas la raison. c'est pour ça que Google est votre ami, et si vous tapez. C'est un rayonnement, c'est une prolongation en rayonnement. Vous avez trouvé la réponse exacte à la question. Justement, il y a une année exacte du prix Nobel. C'est ça qui fait souffler un peu. Absolument. Réhumanise un peu quelque chose là-dedans. Oui, mais de temps en temps, on veut un peu d'exactitude. Hein. Si vous étiez arrivé ici et que moi, je n'étais pas ici et lui non plus, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je me suis déplacé spécialement d'Angoulême ou de je ne sais où pour venir. Donc l'exactitude est quand même aussi satisfaisante par certains aspects. Mais absolument. Puisque nous sommes venus en train. En propre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le public? Moi, je voulais juste savoir comment ça... Ah oui, je peux vous montrer. Comment ça germe dans l'esprit d'un auteur de se lancer dans cette aventure-là, C'est toujours un petit peu difficile de raconter le germe initial, parce qu'en général, c'est justement... on parlait de l'émergence du temps tout à l'heure, souvent les idées elles sont justement l'émergence de plein de choses très compliquées dont on n'arrive d'ailleurs pas à connaître, évidemment le paysage, c'est le principe de l'émergence. Ce que je peux vous raconter, c'est ce qui a pu se produire juste après, quand j'ai rencontré par exemple Lewis Trondheim qui m'avait montré qu'il avait adapté des petits strips de bande dessinée qui pouvaient passer sur son iPhone, sur les smartphones. Et il m'avait dit, ouais, mais toi qui aime bien expérimenter des choses, tu devrais appeler ces gens-là qui adaptent des bandes dessinées sur écran numérique. Et c'est parti de là, c'est-à-dire que j'avais l'idée d'un zoom bien avant, mais avant l'ère du numérique, et je me suis dit, mais oui, tiens, finalement, pourquoi pas essayer de raconter une histoire
l'histoire d'une image et dans laquelle on pourrait zoomer, vous voyez, avec les 2 doigts, quoi. Et en fait, à l'origine, 3 secondes a démarré comme ça, avec l'idée qu'on pourrait l'avoir sur les smartphones, et puis non pas tourner des pages, mais agrandir une image, la rapetisser, la ragrandir, zoomer dessus, s'arrêter, voir ce qui se passe, etc. Et en le faisant, ça a donné ce que vous avez vu, et également le livre. Alors comme disait Roland, effectivement, le livre en fait est juste une version de l'objet numérique. Au départ, ça devait vraiment rester numérique. Alors quand on a une idée comme ça, bon, ok, c'est rigolo, on la tente, et puis on se dit, ah oui, tiens, il se passe quelque chose, on est un peu excité, donc si on est un peu excité, on se dit que ça vaut le coup déjà pour soi, et on se dit peut-être que ça peut exciter d'autres gens, dont le lecteur. Et donc ça a fonctionné, mais j'étais plus en le faisant dans la tête d'un architecte que dans la tête d'un écrivain ou d'un dessinateur, dans la mesure où c'est vraiment un objet, c'est comme une architecture, je l'ai plus conçu, j'ai eu plus l'impression de construire un bâtiment avec des portes, des fenêtres, des ponts, des escaliers, pour que tout colle, plus que d'écrire finalement une histoire. Et je pense que ça se ressent un peu dans le livre, dans le sens où tout est un peu éclaté, qu'il faut aller visiter des choses, aller regarder sous les coins, sous les tapis, dans les livres. Donc on est plus dans un objet comme ça qu'il va falloir regarder un peu dans tous les sens, plus que dans une lecture vraiment linéaire. Je voulais vous montrer quand même quelques conseils de lecture de BD intelligente et sympa. Si vous ne connaissiez pas ça. Un conseil d'album de dessin. Oui. Est-ce que oui, tout à fait. vous pourriez faire la même chose que vous avez fait pour 3 secondes? Oui, mais de toute façon, les 2 sont cousins. C'est vrai que c'est bien de faire le lien, puisque dans 3 secondes, il y a déjà une réflexion de miroir. Il y a je crois que c'est 10 miroirs, comme ça, 10 objets réfléchissants qui font que l'énigme est résolvable grâce à ces miroirs. Donc, ils sont cousins. Faire le dessin de cette manière-là, pourquoi pas? C'est vrai qu'avec le zoom, on peut raconter beaucoup d'histoires. Les conseils de lecture, ça concerne Marc-Antoine. Tout est bien dans la fac, hein. Tout est génial, il y a des trucs terribles. Bon. Un autre auteur qui n'est pas ici, mais Francis Masse, je recommande vivement Les 2 du balcon et d'autres, l'encyclopédie de Masse, aussi l'encyclopédie de sciences de Masse. C'est de la BD intelligente, où il y a de la science dedans, mais pas que de la science dedans, parce que c'est justement ça qui est génial, c'est qu'il n'y a que de la science dedans, c'est pas un livre de science, c'est plus de la BD du coup. Donc c'est vraiment de la BD, puis il se trouve qu'il y a de la science dedans, et ça c'est très très drôle, Les 2 du balcon. En plus c'est très très drôle. Il y a aussi Vue d'artiste, une autre chose de Francis Masse, Vue d'artiste. Et puis il y a 2 autres choses que je recommande, dont je recommande la lecture, qui sont de la BD. Alors il y a à gauche c'est Alpha, donc là c'est une sorte pareil c'est l'histoire de l'univers, du Big Bang à l'apparition de la vie sur Terre, à l'apparition de l'humanité sur Terre, qui est sans aucune bulle, hein, c'est juste des images, c'est magnifique, c'est un gros pavé, c'est absolument magnifique. Et à droite, si vous voulez comprendre des choses sur la BD, lisez ça. C'est traduit en français, je crois, mais lisez-le en anglais si vous lisez l'anglais. Le bouquin de Scott McCloud sur Understanding Comics, qui est une BD qui explique la BD. Et c'est juste stratosphérique. Hein. C'est dans mon top 5 des meilleurs livres que j'ai jamais lus de toute ma vie. Et donc, dans mon top 10. Donc ça, c'est un très bon livre aussi. Ça, c'est pour comprendre en général comment fonctionne une bande dessinée. Et il y a tout un chapitre sur le temps dans la bande dessinée précisément. Donc là, c'est vraiment intéressant. Si je peux me permettre, une petite dernière question, si le public veut bien. Quand on parle d'espace-temps, est-ce que les voyages dans le temps, autrement qu'en regardant les étoiles, seraient un jour possibles? Ça va pas être facile. Par exemple, la physique moderne est de ce point de vue-là assez désagréable, à la fois pour des raisons physiques, hein, simplement de cohérence, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des problèmes avec la causalité, et nous on s'en sert de la causalité comme une sorte de strate fondamentale. Il y a des possibilités de faire des voyages dans le temps en ayant l'impression d'aller toujours vers le futur en relativité générale. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ça viole jamais la causalité localement, ça veut dire pour une petite durée et pour des petites zones d'espace, mais en même temps, quand vous avez fait la grande boucle, vous vous retrouvez au point de départ spatio-temporel. Donc on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Pour ça, il faut comme des conditions extrêmes, hein, typiquement, il faut pouvoir faire des mouvements un peu subtils autour d'un trou noir en rotation. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Bon,
pour l'instant, ça tombe bien, on n'a pas à jouer avec, donc on est sauvé. Et puis ça soulève, évidemment, c'est ce que je disais, c'est les paradoxes de causalité, ça soulève des problèmes de logique et de paradoxes de causalité, donc on ne sait pas trop quoi faire avec ça pour le voyage dans le passé. Le fameux, par exemple, paradoxe du grand-père, je vais dans le passé, je tue mon grand-père et moi je suis bien. Donc ça, c'est les problèmes de causalité. Après, le voyage dans le futur, voyage dans le temps dans le futur, je ne l'ai pas dit, mais c'est implicite, ça c'est parfaitement possible. Vous prenez un vaisseau très rapide, qui voyage à 0,9999 de la lumière, vous faites un voyage qui pour vous va durer 1 an, vous revenez, il s'est passé 100 ans sur Terre. Donc vous êtes dans le futur de la Terre, en étant dans votre futur aussi, mais les durées mesurées ne sont pas les mêmes, et si vous avez une vitesse relative à la Terre très très grande, les rapports entre ces deux durées peuvent être très grands, et seulement c'est un voyage one way, hein, il n'y aura pas de retour vers le passé, donc vous pouvez faire ça, on peut imaginer ça. Après, il y a des théories sur les multivers, c'est-à-dire les univers multiples. Il y a des théories qui développent l'idée un peu folle qu'une infinité d'univers parallèles au nôtre pourrait exister avec toutes les probabilités. Donc là, on n'est plus dans les 10 puissance 100, dans les 10 puissance l'infini. C'est intéressant. Donc si ça c'était possible, pourquoi pas créer un pont entre notre monde, qui lui a son déterminisme propre, mais un pont entre un autre monde parallèle qui aurait eu un déterminisme légèrement dévié. Voilà. Donc ce serait dans ce sens-là, ça serait pas de revenir dans le temps, mais dans le temps d'un autre univers parallèle. Ça c'est des choses qui sont... La question du multivers, du multivers c'est discuté en cosmologie théorique moderne, mais ça reste encore très spéculatif, hein, évidemment. Pour l'instant, la réponse baseline stricte, c'est voyage dans le passé, c'est même pas la peine d'y penser. Et enfin, en tout cas, c'est le point de la science, hein, pour le reste, on s'est fait des histoires géniales. Et le voyage dans le futur, c'est possible si vous êtes capable d'aller très très vite, à une vitesse très très proche de celle de la lumière. Eh bien, merci.